Bonsoir les amis, bonne année encore. Enfin, l'année ne fait que commencer, donc nous sommes en plein là-dedans. Je vous vois avec beaucoup de plaisir, les amis. Voilà. Alors, comme d'habitude, s'il y a le moindre souci de son, faites un signe. Dites-moi si vous m'entendez, les amis. Voilà, j'ai Étienne Maloum depuis Valence, je pense. Bonne année. Cyril Bencom. Voilà. Bonnie Chasserie Canvel, la voisine depuis Berlin, en Allemagne. Christian Stockman, compatriote qui est avec nous ici dans le West Sussex. Alors les amis, est-ce que le son parvient jusqu'à vous? Nous allons commencer. En attendant, on me dit que le son est écoué. Ok, ça c'est Gilbert, Gilbert Gingo. Voilà. On est heureux de vous voir les amis. Alors vous avez vu certainement comme moi les vœux, la présentation des vœux au dictateur. On ne peut rien absolument, on ne peut pas le filmer, on ne peut rien faire. Le type, il est incapable de se tenir debout pendant 5 heures. Même, qu'est-ce que je dis, 5 heures? 30 minutes. 30 minutes, il est carrément incapable de le faire. Et ils savent, ils sont conscients que euh, il usurpe le pouvoir et que il est pris en otage par tous ces gens qui profitent de son nom pour faire des choses. Alors, j'ai gardé quelques images. J'espère que je peux les montrer si la technique nous permet de revoir tout cela. Je vais en réunir tout à l'heure. Alors, on regarde ça très très vite, les amis. Et voilà. Screen share. Alors, c'est pas ça. On va regarder autre chose. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je pense que je l'ai là, les amis. Un peu de patience. Et de la volonté du peuple.
Ah, on le disait disparu, le voici, le président de l'UNDP. On l'avait perdu de vue depuis la dernière one élection of the présidentielle. candidates in the last election. Members with Kava Yege Jibril Et il faut as dire qu'en the dehors House donc, Speaker. Before we get to members of government, I just wanted to see the difference between the Senate. I think that's Cabral Libi, if I'm not mistaken. We have Cabral Libi, qui est député à l'Assemblée who is nationale, membre du bureau de l'Assemblée nationale. interviewed by PRC TV. À tous les Camerounais, Let's listen to j'adresse des vœux de santé, de paix et de plein succès dans toutes leurs entreprises. Et mon expectative est que l'année électorale qui s'ouvre soit une année qui verra le triomphe de la démocratie et de la volonté du peuple. Voilà spécifiquement ce que je peux dire. Maintenant, effectivement, vous me demandez le sentiment qui est le mien. Ben, c'est un sentiment de renouvellement. Une année électorale s'est achevée. Ce moment marque un peu, comment je peux dire, nous passons d'une étape à une autre. Les élections se sont déroulées. Tout ce que nous souhaitons maintenant, c'est que les choses se renouvellent, que le management soit rafraîchi, que l'équipe managériale soit rafraîchie, que les idées neuves prennent corps et que le changement tant espéré par les Camerounais puisse véritablement être expérimenté par eux. Donc ici, nous tournons une page, nous ouvrons une autre et nous espérons que sur les lignes de cette dernière seront écrites de belles lettres de notre démocratie, de notre succès commun, des réalisations de nos vœux les plus chers. Merci à vous, madame, et bonne année. Now this ceremony will begin. President Paul Biya will take his position there, and the National Constituted Corps will fight. Paul Biya a pris le soin de se fabriquer ses opposants. Ah, on le disait disparu, le voici, le président de l'UNDP. On l'avait perdu de vue depuis la dernière One élection of the présidentielle. candidates in the last election. Et là, c'est Members with Kava Yege Jibril Et il faut as dire qu'en the dehors donc, House Speaker. Before we get to members of government, I just wanted to see the difference between the Senate. I think that's Cabral Libi, if I'm not mistaken. Alors les amis, vous voyez quelqu'un qui parle de renouvellement, il parle d'alternance, etc. Alors qu'il lui aurait suffi de reconnaître sa défaite, mais plus important, de reconnaître la victoire du président Issa Djirouma Bakary. Mais il ne l'a pas fait. Il a un culot d'acier de se présenter devant les Camerounais et de tenir le discours qu'il tient. Mais bon, comme dirait l'autre, l'histoire reconnaîtra les siens, départagera les uns et les autres. J'avais une autre image à vous faire voir, j'espère que je l'ai ici. On va regarder ça ensemble, les amis. Une des images que j'avais pour vous, je ne sais pas si je l'ai toujours là. Voilà. Alors, je l'ai ici. C'est sûr que vous l'avez déjà vu ailleurs. Deux secondes. Alors, c'est l'ambassadeur des États-Unis avec maître Henriette Ekoué. Qu'est-ce que j'ai dit, maître Alice Combe, pardon. Vous voyez, le lapsus, il est intéressant. Et l'ambassadeur lui a dit à bientôt. À bientôt. Alors, à bientôt, qu'est-ce que ça signifie? Quand il dit à bientôt, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui sont mises en place
pour l'alternance au Cameroun. Parce qu'on va pas rester comme ça indéfiniment. On entend bien les colibés, les railleries, les sartinards, mais ils n'ont pas le sens de l'histoire. Si vous voyez ce qui vient d'arriver, d'advenir au président vénézuélien, qui se pensait tout puissant, c'est inimaginable. Il y a un rapport sur la table d'Emmanuel Macron qui voulait sauver la mise à billard au prétexte de la stabilité. Je vous rappelle que le Cameroun est situé à l'intersection du golfe de Guinée et le Quai d'Orsay lui a fait un rapport qui est sur la table du président camerounais français, préparer l'après-billard, mais avec les Camerounais. Voilà ce qui s'est dit dans les coulisses. Préparer l'après-billard. On a déjà acté ça. Parce qu'on sait que lui, il ne tient aucun rôle. Sinon, il sait, on ne va pas dire d'épouvantail, mais c'est une sorte d'otage, pour ne pas dire autre chose. On se prévaut de lui, mais en réalité, ce n'est plus lui qui gouverne. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, les gens s'inquiètent parce qu'ils savent ce qui se prépare en amont. Vous avez plusieurs groupes, parmi les Camerounais, qui préparent activement l'alternance. Mais plus l'alternance dans les urnes, parce que les urnes ont parlé, elles n'ont pas été respectées, et les Camerounais en ont pris acte et sont passés à autre chose. Donc quand nous, on vient vous parler, c'est pas pour faire du bluff, c'est juste pour vous dire, si vous avez des mesures à prendre, indépendamment des agitations que vous voyez, prenez-les, pour qu'il y ait moins de dégâts collatéraux possibles. Natus, bienvenue. Donc, les gens savent que le peuple camerounais, cette fois-ci, n'acceptera pas la forfaiture, n'acceptera pas la forfaiture de trop. Vous avez vu un symbole très intéressant, le Lumumba, spectateur, j'ai envie de dire. On lui a proposé de rester au Maroc jusqu'à la finale pour gagner 2000 € par jour, logé, nourri, blanchi. Il a décliné l'offre parce il existe dont là ne sont pas achetables. Vous avez vu ce monsieur qui s'est tenu point. Certains viennent de le découvrir, mais pourtant il est là depuis 13 ans. Si vous vivez au Congo, si vous allez souvent au Congo comme c'est le cas chez moi, ce type est connu depuis 13 ans. Il fait la même chose dans les stades congolais. Mais certains viennent simplement de le découvrir. Malgré cette proposition, il a décliné. Et on le salue ici. Certains ne connaissent pas l'histoire de Lumumba, mais Lumumba, c'est le tout premier ministre du Congo, indépendant. C'est lui qui a conduit son pays à l'indépendance. C'est lui qui disait, sans la lutte, vous n'obtiendrez jamais rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Voilà. C'est lui qui disait qu'un jour, l'histoire aura son mot. Et ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Paris, Washington, Londres ou aux Nations Unies. Les Africains, disait-il, écriront leur histoire. Et ce brave monsieur a voulu lui rendre hommage. Alors, je crois encore une autre vidéo de lui quelque part, ou alors où on parle de lui. Je remonte ça très vite. Voilà.
Lumumba fait ça au Maroc. Canal Plus a vu, France 24 a vu, tout le monde en parle. Mais il était avec ça au Maroc. Lumumba Veya. Lumumba Veya depuis près de 13 ans. Il faisait ça au stade des martyrs. Il restait comme ça, 90 minutes, debout. Les Congolais n'en ont pas parlé. C'est maintenant que les gens sortent les vidéos. Que non, tel jour au stade il a pleuré. Mais tout ce temps on ne montrait pas ça. Quand il est allé chez autrui, Lumumba est allé au Maroc. Lumumba fait ça au Maroc. Canal Plus a vu, France 24 a vu, tout le monde en parle. Mais il était avec nous ici, 13 ans durant. Lumumba Veya. Lumumba Veya depuis près de 13 ans. Il faisait ça au stade des martyrs. Il restait comme ça, 90 minutes, debout. Les Congolais n'en ont pas parlé. C'est maintenant que les gens sortent les vidéos. Que non, tel jour au stade il a pleuré. Mais tout ce temps on ne montrait pas ça. Quand il est allé chez autrui, Lumumba est allé au Maroc. Lumumba fait ça au Maroc. Canal Plus a vu, France 24 a vu, tout le monde en parle. Mais il était avec nous ici, 13 ans durant. Lumumba Veya. Lumumba Veya depuis près de 13 ans. Il faisait ça au stade des martyrs. Il restait comme ça, 90 minutes, debout. Les Congolais n'en ont pas parlé. C'est maintenant que les gens sortent. Showing that the candidates Paul Biya have fared well in the Northwest, and the president of Fecafoot, Samuel Eto'o greeting President Paul Biya very affectionately. The man, he calls Papa. Samuel Eto'o qui a également été... Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons Samuel Eto'o greeting President Paul Biya very affectionately. The man, he calls Papa. Samuel Eto'o qui a également été... Alors, les amis, on a survolé... Alors, on a une petite difficulté. On va la corriger tout de suite. Voilà. Alors, c'est réglé, les amis. On va passer à autre chose. Alors, revenons sur le combat. Les lettres que vous nous écrivez, les messages que vous nous envoyez, même si on ne peut pas répondre à tout le monde, nous les recevons et nous tenons compte de vos propositions et continuez de les nous envoyer. Les idées que vous nous donnez, nous les voyons et nous les prenons en compte. On vient vous rendre compte d'abord par courtoisie républicaine et ensuite parce que certains d'entre vous font des contributions financières qui sont décisives, qui changent beaucoup de choses à l'équation. Voilà. Donc, on est tenu de venir vous rendre compte de ce que nous faisons en vos noms. Il va sans dire qu'on ne peut pas tout expliquer pour des raisons évidentes liées à notre stratégie que vous comprenez. Mais simplement, on vous a dit que les choses allaient se faire autrement. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Le moment venu, chacun d'entre vous sera associé à l'action du Nouveau Cameroun, qui sera inclusif. Je vous ai toujours dit que le président Chiroma, vous l'avez lu, je ne vous apprends rien, il a dit de façon publique qu'il est le candidat de transition et de la passation. Alors, quand on comprend le français, ça veut simplement dire que lorsqu'il sera établi dans la priorité, dans les prérogatives institutionnelles
dont vous lui avez confié mandat, il ne dit pas voilà, j'ai gagné, c'est fini. Il faudra que les Camerounais se parlent. Il faudra qu'on mette tout à zéro. Le président a parlé de l'audit. L'audit, pour faire simple, c'est l'état des lieux. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez une entreprise, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'inventaire. Vous avez un inventaire au moment où vous prenez possession de la gestion d'une entreprise et vous avez ensuite un autre inventaire de sortie quand vous en partez, c'est ce qu'on appelle l'état des lieux. Mais il y a ce qu'on appelle l'audit, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc quand on parle de l'audit, c'est pour voir l'état dans lequel ces gens-là ont laissé notre pays après 43 ans d'une gestion chaotique et catastrophique. Là, vous entendez, ils ont vendu 150 tonnes d'or et ils en ont déclaré 22 kilos. Et ça s'est fait à Dubaï. Mais nous avons des gens là-bas, parce que nous leur avons dit, voilà, nous on va faire les affaires quand nous arrivons aux affaires, mais dans une situation de gagnant-gagnant. Vous êtes des musulmans, l'islam interdit qu'on prenne ce qui n'est pas à vous. Ça s'appelle haram. Alors si vous étudiez le système bancaire islamique, vous avez, par exemple, dans une économie conventionnelle, vous avez la TVA, taxe à la valeur ajoutée. C'est une taxe dite injuste parce qu'elle frappe les plus vulnérables. Vous achetez de la viande, vous allez payer la TVA. Vous achetez du pain, vous allez payer la TVA, etc. Les gens qui sont riches n'ont pas ce genre de soucis. Mais un type qui a des revenus modestes, quand on lui fait payer la TVA, parce que il paye pour quelque chose qu'il n'a pas consommé. Taxe à la valeur ajoutée. On ne paye pas ça dans les pays musulmans, dans le système bancaire musulman, parce qu'on estime que c'est un argent qui n'est pas à vous. Dans le système islamique, ça s'appelle haram, c'est-à-dire le péché, ce qui n'est pas bien, que le compteur de halal. Donc, dans le système économique ou système bancaire musulman, on ne paye pas la TVA, parce que c'est une taxe injuste. On ne paye pas d'intérêt non plus. Si vous avez un copain qui vous file 1000 balles, 1000 euros, 10 000 euros de prêt pour usage personnel, vous ne payez, il ne prend pas d'intérêt. Parce que les intérêts que vous lui donnez en dessus ne sont pas son argent. Mais en revanche, si on vous prête de l'argent et que cet argent, à son tour, génère des intérêts, vous pouvez payer des intérêts. Dans le système bancaire islamique, l'ACME. Alors, cet exemple donné, nous avons pris contact avec les gens là-bas. Et nous leur avons dit, des renseignements intérieurs nous indiquent que les autorités camerounaises, qui sont contestées, parce qu'en ce moment, il y a un litige, il y a un contentieux. Vous regardez en Mondovision, il y a quelqu'un qui a gagné une élection et on tire sur les gens. Et on va dire quoi? Ce contentieux n'est pas soldé. Mais ils vous vendent des choses. Ils n'ont pas de légitimité pour cela. Regardez les protestations. Alors, si vous faites ce que vous faites là, d'abord sur le plan de la religion, c'est pas bien, mais vous insultez l'avenir. Pardon. Vous insultez l'avenir parce que celui qui a gagné l'élection, tôt ou tard, sera rétabli dans ses prérogatives. Et vous achetez un or que vous savez voler. Vous êtes en situation de recel. Le Cameroun n'a pas de problème avec les Émirats. Depuis le président Aïdjo, nous avons toujours entretenu de très bonnes relations avec vous. Mais ces gens sont en train de voler de l'or, en voler des choses qui viennent mettre chez vous. Donc, nous avons reçu des garanties selon lesquelles, dès le rétablissement de l'ordre institutionnel et républicain, cet or sera remis à la disposition du Cameroun. Nous avons reçu des garanties dans ce sens. Et ça va se faire.
Parce que je vous ai dit qu'il y a le combat à plusieurs volets. Il y a le volet diplomatique, très important. Il y a le volet économique, celui des sanctions. Il y a celui, quand je parle de sanctions, je pense bien entendu aux dénonciations dans les banques. La dernière fois qu'on se parlait, l'année dernière, puisque c'était 2025, je vous parlais des dénonciations anonymes admises par la communauté internationale depuis la crise de 2008-2009. Avant, pour faire une dénonciation, il fallait le faire à visage découvert et passer par un certain nombre de choses. Mais depuis la crise de 2008-2009, ajouter à cela les Panama Papers, même anonymement, vous pouvez dénoncer une malversation, y compris auprès des paradis fiscaux. Et quand vous le faites, vous informez le FMI, vous informez la Banque mondiale, que voilà, nous avons fait une dénonciation auprès de telle banque. Et si la banque ne réagit pas, les autorités de Bretton Woods vont leur demander. Il y a un certain nombre de Camerounais qui ont fait des dénonciations. Quelle suite avez-vous donné à ces dénonciations? Parce que n'oubliez jamais, et je le disais lors de notre dernière conversation, que ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, mais plus spécifiquement la Banque mondiale, pardon, le FMI, est né comme le gendarme de la finance mondiale. Rappelez-vous, le dollar, monnaie mondiale, ou alors monnaie de référence du commerce international. Parce que à travers le désordre financier, on peut déstabiliser la planète. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions doivent se rappeler de la crise de 1929. Donc, le FMI est né pour jouer le rôle du gendarme de la finance mondiale. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, quand il y a des dénonciations, ils tiennent compte. Et parmi nous, il y a des gens qui sont formés à la haute finance et qui savent où frapper, où faire mal. Parce qu'on vous avait dit qu'on allait les étouffer avec la technique du bois qu'on se restaure. C'est un bois qu'on trouve en Amérique latine. Il vous prend à la gorge et il vous prive d'oxygène. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Déjà là où ils puisaient de l'argent pour payer les Israéliens du BI, ils ne peuvent plus parce que ces comptes sont gelés. Donc du coup, les salaires du BI sont payés par le port de Douala. Et nous travaillons là-dessus également. Et ensuite, là où on leur donne des munitions, on a écrit pour leur dire, même si le Cameroun n'est pas État parti, il n'est pas État parti au traité de Rome, c'est-à-dire le cadre juridique l'acte juridique ayant vu la naissance de la Cour pénale internationale, même si le Cameroun n'est pas État parti à ce traité, c'est-à-dire qu'il n'a pas ratifié, il n'en demeure pas moins que, étant donné que cette institution poursuit les individus et non les États, on peut s'adresser à d'autres États où le Cameroun a signé des conventions. En 1986, le Cameroun a signé une convention contre la pratique de la torture. Nous avons des images qui prouvent que des enfants ont été torturés dans les commissariats. Nous avons des évidences, grâce aux avocats qui les défendent, que certains enfants sont toujours portés disparus. Nous n'avons pas de nouvelles des 100 garçons enlevés à Bafang. On n'a pas de leurs nouvelles. Les parents non plus. Et nous remettons tout cela aux instances qui s'en occupent sur le plan international. Mais de l'autre côté, ils tirent sur les gens non armés. On a des images pour cela. Et on sait où ils achètent leurs armes et leurs munitions. Donc, nous nous adressons à qui de droit pour leur dire, voilà ce que servent les armes et les munitions que vous donnez à ces salopards. Donc, vous continuez à les ravitailler. Vous êtes à minima complice d'actes contre l'humanité.
Donc, voilà à peu près ce qu'on fait. On fait beaucoup d'autres choses que je ne dirais pas ici, mais simplement, on vous avait dit qu'on va les empêcher de gouverner. S'ils font un gouvernement, le nouveau gouvernement qu'ils vont faire, chaque nom qui sera sur cette liste est une cible légitime de tous les points de vue, sur le point de vue juridique, sur le point de vue sécuritaire. Voilà, parce que M. Biya n'est plus le président du Cameroun depuis le 12 octobre. Il ne l'est plus. Le peuple camerounais lui a signifié son limogeage et il reste par la force. À la force illégale qu'il exerce sur les Camerounais, nous allons lui opposer une force au moins équivalente, sinon davantage. Et nous nous adressons pour cela à qui de droit? À qui de droit? Vous venez dans un quartier, vous tapez quelqu'un parce que vous êtes plus fort. Nous allons dans un autre quartier prendre quelqu'un qui est plus fort que vous pour vous rendre l'appareil. Et c'est sur cela que nous travaillons. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces et dans une œuvre politique. Et donc, c'est ce que nous appliquons. Donc, quand je vois des gens qui s'impatientent, vous nous bombardez des messages, mais quand? Mais on ne change pas un régime qui a 43 ans. Et le régime de M. Biya n'a pas 43 ans. Paul Biya est devenu président le 6 novembre 1982. Donc, ça fait 43 ans. Mais avant cela, il a passé 20 ans dans les arcanes de l'antichambre du pouvoir. De 1962 à 1982, lorsqu'il devient président. Donc, ça fait 63 ans qu'il trône au sommet de l'État. Alors, vous voyez qu'ils sont prêts à tout. Quand vous voyez la chute de Maduro, tous les dictateurs sont pareils. Ce qui est arrivé aux dictateurs vénézuéliens, ce n'est pas une excuse pour le comportement de Donald Trump. Donald Trump, il est ce qu'il est, on ne va pas jouer ses avocats, mais le plan pour chasser pour chasser Nicolas Maduro a commencé sur Joe Biden, avec des complicités internes. Vous avez vu personne pour le défendre. Je parle de sa propre garde. Pas un seul coup de feu qui a été tiré contre les Américains. Il était caché dans un bunker. C'est quelqu'un de l'intérieur qui a donné son adresse. Et c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment. Parce que la plupart des informations sensibles dont nous disposons, nous viennent de l'intérieur de chez M. Biya. La photo que vous avez vue, le président du Conseil constitutionnel ou ce qui en tient lieu, en train de se vanter. Mais cette photo nous a été envoyée par quelqu'un de leur entourage. Vous pensez bien que Clément Atangana ne se filme pas en revendiquant sa fraude et puis balancer ça sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Nous avons des images filmées dans les appartements privés du président de la République. Nous ne vivons pas là-bas. C'est forcément des gens qui nous envoient ça. Mais ce sont des gens qui désapprouvent la façon dont le pays est gouverné. Il y en a. On ne leur apprend rien, mais ils savent que M. Biya ne gouverne plus. Mais ils ne veulent pas être des esclaves de Ngongo. C'est, je crois, Ferdinand Oyono qui disait que le chien du roi est le roi des chiens. Mais il y a des chiens qui ne reconnaissent pas la légitimité d'un autre chien, fût-il celui du roi. Et c'est à ça que nous assistons. Il y a des gens parmi eux, même les membres du gouvernement, qui ne veulent pas de Ngongo. Parce qu'ils savent que le vieux liquidé, ça sera du règlement de compte. D'abord entre eux. Et c'est ce qui a fait tomber Nicolas Maduro. Parce que c'est entre eux que ça s'est passé. Un type qu'on monte au profit du peuple, les banques suisses indiquent qu'il a environ 4 milliards de dollars chez eux. Les Suisses sont allés à bon écart. Je vous dis ça souvent ici. Parce qu'ils ont été sanctionnés lourdement des milliards d'euros par les États-Unis. Parce qu'ils avaient fait affaire avec le Soudan, alors que le Soudan était sous embargo américain. Parce que quand un pays est sous embargo américain et que vous allez faire des affaires avec ce pays, on vous frappe à cause du dollar. D'où intervient la notion de la compétence universelle de
la justice américaine lorsqu'il s'agit du billet vert. Je vous en parlais ici souvent. Et donc, ensuite, les banques suisses ont encore été sanctionnées parce qu'elles ne voulaient pas dévoiler le secret bancaire. Mais là, cette fois-ci, ils ont fait du zèle, ils sont venus, ils ont dit, voilà, Monsieur Maduro, il a tel nombre d'accès chez nous, tel nombre d'argent chez nous. Et cet argent ne quittera pas la Suisse. Et ça sera la même chose. Dès que Biya sera capturé, ils vont dire, voilà, ses amis, eux, voilà l'argent qu'ils ont ici. Donc voilà ce qui évolue dans le droit international. Mais quand je vois des Africains qui se morfondent sur ce que Donald Trump a fait, mais vous ne faites pas la géopolitique sans la force. Rappelez-vous Clausewitz. La guerre, continuation de la politique par d'autres moyens. Mêmement, la diplomatie, hypocrisie, comme disait mon professeur Pascal Perrino à Sciences Po, il disait la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Mais c'est aussi une forme de continuation de la guerre par d'autres moyens. Le dialogue. C'est seulement quand le dialogue a échoué que les gens commencent à se taper dessus. Maduro faisait le malin. Il a fait une petite danse qui a énervé Trump, parce que Trump, il a le cerveau d'un garçon de 10 ans, très susceptible. Obama n'aurait pas réagi comme ça, ni Clinton, même Bart Bush. Il a agi. Or, celui de la Corée du Nord s'était moqué de lui. Mais il ne pouvait rien faire, parce que l'autre dispose de l'arme atomique. L'équilibre de la terreur. Il ne pouvait pas. Donc c'est ça que vous devez voir. Mais je vois des gens, oui, ce que Trump a fait. Trump, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas un homme d'État. Très brut. Mais en même temps, les Anglais disent « invite trouble in your house ». Et l'autre a cherché des problèmes. Parce qu'il y a 8 millions de Vénézuéliens qui sont en exil. Pourtant, ce pays dispose des réserves de pétrole très importantes. Il a des biens partout. Et son peuple souffre. Et c'est ce que nous avons au Cameroun. Parce que quand vous regardez la population du Cameroun, on fait à peine 30 millions d'habitants. Quand on regarde les ressources dont nous disposons, imaginez, ils ont pris 150 tonnes d'or pour aller vendre. C'est pas mauvais. Si cet argent pouvait profiter aux Camerounais, vous voyez, ces gens n'aiment pas le pays. C'est pour ça que je prône souvent la bienveillance. Une sorte de compassion et de commisération. Des bonnes dispositions vis-à-vis de son prochain. Il y a qui me dit là, ils n'ont qu'à venir chercher notre roi fainéant. Mais non, eux, ils n'ont pas intérêt. Vous m'avez souvent posé la question, surtout au lendemain du 12 octobre, disant, est-ce que les Américains vont agir? Les Américains n'agissent pas pour les droits de l'homme, ils s'en foutent. Ils agissent pour leurs intérêts. Est-ce que leurs intérêts au Cameroun sont menacés? L'ambassadeur des États-Unis a dit à Maître Alice Combs à bientôt. Parce que notre travail, c'est de leur dire, voilà, même s'ils vous offrent des choses, votre intérêt est avec un gouvernement issu du renouveau dans le vrai sens, c'est-à-dire l'alternance. Vous avez quelqu'un qui est vomi par les Camerounais, qui n'a pas plus de 2 heures de lucidité par jour, mais qui est pris en otage par des gens. Ça va forcément susciter des troubles. Et s'il y a des troubles, vos intérêts vont en pâtir. Et un autre acteur peut s'inviter, comme on a vu la Russie, au pays de l'AES. Amazon Meka dit, on s'en fout des règles de la démocratie. Ce n'est pas des règles de la démocratie qu'il s'agit, parce que au mot démocratie, moi je préfère celui de état de droit. L'état de droit. Parce que la démocratie, c'est vague. Elle est relative et forcément subjective. La démocratie française n'a rien à voir avec la démocratie britannique. Du Royaume-Uni où je suis,
On dit de la France que c'est une démocratie à très basse intensité, avec des méthodes de république bananière. Regardez ce qui se passe en France. Un ancien président comme Nicolas Sarkozy, il va en prison, c'est à peine si on ne lui donne pas le prix Nobel de la paix pour s'excuser. Mais ici, ceux qui vivent au Royaume-Uni vont vous dire, les ministres ici vont en prison tous les jours. Voilà, il n'y a pas une règle pour les puissants et une autre pour les faibles. Voilà. Odette me dit qu'on pensait que Maduro était un homme humble, mais pas du tout. Il faut voir les villas qu'il a, y compris aux États-Unis. Pour vous faciliter la tâche, rappelez-vous de Fidel Castro, que je supportais quand j'étais jeune, parce que ceux de ma génération, on est né sous la guerre froide. Un côté, c'était les soviets, et puis de l'autre, c'était les méchants de l'Ouest. Fidel Castro, c'était un saint, etc. Mais il faut voir le patrimoine qu'il a accumulé. Prenez le cas de la Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a des gens qui n'ont jamais vu de leurs yeux une banane ou une orange. Tout ça est destiné à de l'exportation. Voilà. C'est la dictature. Trump, c'est une brute, ça c'est un autre débat, mais Maduro, c'est un hypocrite. Comment est-ce que vous arrivez à exiler 8 millions de vos compatriotes? Ça vous rappelle le Cameroun. Vous avez pas mal de Camerounais qui vivent en exil, désespérés. Rien qu'en Allemagne, je ne sais pas combien d'ingénieurs nous avons là-bas, combien nous avons de médecins. Je saluais un compatriote tout à l'heure de Berlin, qui sont tous dans la médecine. Mais nous avons besoin de ces gens au Cameroun. Vous allez aux États-Unis, nous avons tout. Ce sont des gens qui vivent en exil. Voilà, à cause d'un seul individu qui a confisqué le pays et en a fait sa propriété privée. On peut épiloguer, mais le Cameroun est de fait un royaume sans le nom. Et c'est anormal. C'est anormal. Et nous disons, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Non, je parle de la Corée du Nord. La Corée du Sud, c'est autre chose. Je parle de la Corée du Nord. Mais on ne peut pas y aller parce que le gars, il a une arme atomique. C'est une assurance vie. C'est une assurance vie. Et donc, quand vous voyez Poutine faire son cinéma, dire qu'il va effacer la France de la carte du monde, il ne peut pas. Oui, il peut. Mais en ce moment, lui aussi, il va avec. Parce que si vous attaquez une puissance qui dispose de l'arme nucléaire, quelle que soit la capacité inférieure à la vôtre, mais vous allez vous neutraliser mutuellement. Donc, quand on dispose de l'arme nucléaire, ce n'est pas pour l'utiliser, c'est pour empêcher les gens de vous attaquer. C'est ça le principe. C'est pour ça qu'on parle lorsqu'il s'agit de la politique nucléaire de la France, on parle de la dissuasion nucléaire. Voilà. Dissuader, c'est le contraire de persuader. Mais ce n'est pas pour l'utiliser. C'est pour dire aux gens, voilà, si vous voulez m'attaquer au motif que vous disposez de l'arme nucléaire, je vais me servir de la mienne. Vous allez peut-être nous effacer de la planète, et vous aussi, vous partirez avec moi. Donc personne ne le fera. C'est pour ça qu'au nom de ce qu'ils appellent la prolifération nucléaire, vous avez des agences atomiques qui vérifient que, bon, il ne faudrait pas que ça tombe entre les mains d'un malade. Parce que vous avez des gens qui sont prêts à se donner la mort pourvu qu'ils vous tuent. Alors, imaginez l'arme nucléaire entre les mains d'un malade mental comme ça. Nous y passons tous. Donc voilà pourquoi Israël a juré que l'Iran ne disposera jamais de l'arme nucléaire. Les États-Unis aussi, la France aussi. Donc, si vous mettez ça entre les mains d'un fou, la planète va sauter. Je vous ai dit l'autre jour, si Saddam Hussein avait l'arme nucléaire, si Kadhafi l'avait, tous les deux, c'est qu'ils sont encore vivants. Peut-être qu'ils seraient morts de mort naturelle. Mais la trahison, pour revenir dans le cas de Maduro, il n'y a pas eu un coup de feu. Pourtant, il a une armée des plus redoutables. Mais on a acheté tout le monde. Regardez la vice-présidente qui joue l'intérim. Donald Trump la menace, et elle dit à Donald Trump, nous sommes disposés à parler avec les Américains en substance,
pour un deal gagnant-gagnant. Les Ivoiriens disent « Dieu connaît bagage qui est lourd ». Vous allez peut-être l'accuser de trahison, mais moi j'ai dit « Elle connaît la politique ». Connaître ses qualités, c'est très bien, mais plus important, c'est connaître ses limites. Alors, si vous allez volontairement vous battre avec quelqu'un qui est plus fort que vous allez vous suicider. Il faut attendre le moment propice. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris avec Chiroma. Parce que Chiroma, lorsqu'il décide de rejoindre Biya, le gouvernement de Biya en 2004, qu'est-ce qu'il dit à Eric Shinji? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce qu'il a tenté de rapprocher Adamou Namdoya, le docteur Adamou Namdoya, père son âme, de Frondi. Ils sont allés chez lui à Fumba. Nous sommes en 2004. Il leur a dit, voilà, moi je ne suis pas candidat à ces choses. Nous avons tenté des choses en 90, ça n'a pas marché, mais moi je ne suis pas candidat à ces choses. Faites un consensus. Et on a un candidat unique. C'est Adamou Namdoya, c'est le docteur Adamou Namdoya qui a émergé comme le candidat consensuel. Frondi a dit, Frondi qui était déjà payé à l'époque, mais les gens ne savaient pas. Frondi a dit, mais non, si ce n'est pas moi, moi aussi je suis candidat de mon côté. Parce que lui, il se base sur le fait qu'en 1992, il avait gagné une élection qu'on lui avait volée. Mais les choses avaient évolué. Donc il est allé de son côté. Et Issa Chiroma Bakary dit à Eric Shinji, ben, c'est pas avec ces gens qu'on va changer le Cameroun. Je vais aller observer les choses de l'intérieur. Il a déployé un zèle incroyable. Mais ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle l'entrisme. Vous n'allez pas combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et à 1000 km. Il y a Uzer qui parle, il dit, je suis toujours remonté quand on parle du Venezuela en espérant que les États font de même au Cameroun. Vous avez raison. Uzer, votre nom n'apparaît pas, bon, Uzer, j'ai écrit ce que je vois là. Vous avez tout à fait raison. Quel est l'intérêt pour les États-Unis de venir au Cameroun faire ce qu'ils ont fait au Venezuela? Au Venezuela, ils l'ont fait pour le pétrole. Voilà. Quelle est la quantité de pétrole que le Cameroun produit? Oui, les États-Unis, ils ont un autre type d'intérêt au Cameroun. Mais ces intérêts ne sont pas menacés. Si Maduro ne faisait pas l'âne, c'est qu'il est toujours président. En attendant le moyen propice. Parce que là, il passe des sales quarts d'heure. Il est dans une cellule infestée d'asticots. Et ils ont fait ça exprès. Voilà, donc il faut être réaliste. L'autre dit que Biya est le premier élève de la France et fidèle aux États-Unis. C'est pas la même chose, mon ami Uzer. Je vais vous expliquer. D'abord, Biya n'est pas le premier élève de la France. C'est une déclaration. Moi, j'avais quel âge à l'époque? 25, 26 ans. Nous sommes en 1990. 89-90. C'est le sommet de la boule. C'est-à-dire, il faut restituer les choses dans leur contexte. Et François Mitterrand sent le vent. En passant, ça fait 30 ans aujourd'hui que François Mitterrand est mort. Et Mitterrand sent le vent du changement. Comme De Gaulle à Brazzaville en 1944. De Gaulle avait senti que s'il ne faisait pas quelque chose, la France allait perdre ses colonies. Donc, d'où la conférence de Brazzaville en 1944, janvier-février 1944. C'est de là qu'on a fait ce qu'on appelle la loi cadre, où on devait mettre fin à l'indigénat. La loi de l'indigénat, mais en français simple, c'est l'apartheid. Parce qu'avant cela, il y avait les Noirs votaient dans un collège différent, les colons votaient dans un autre. Donc il dit, voilà, vous nous aidez, mais la France va vous accorder le droit associatif, etc. Donc les syndicats, tout ce que vous voulez, l'UPC va voir le jour à la faveur de ces accords. Mais dans le fond, c'était pour préserver les intérêts de la France. Mais ça sera la même chose. En 89-90, ça fait Mitterrand lors de la conférence de la Baule. Il y a le vent de l'Est qui souffle, le mur va tomber, le mur est même tombé déjà,
Mais le communisme ne s'est pas encore effondré. Et il s'est dit, comme Giscard l'a fait en 1974, quand il arrive au pouvoir, où il voulait faire partie les pères des indépendances. Ahidjo aurait dû partir à cette occasion, n'eût été la mort de René Journiac le 6 février 1980 en Gandéré. Donc Mitterrand est dans la même posture, il s'est dit, il faut anticiper le mouvement. Donc il fait un discours, il dit, l'aide de la France en direction de l'Afrique est ancienne, mais elle se fera plus tiède vis-à-vis des États qui ne respectent pas les principes de la bonne gouvernance, la démocratie, la presse libre, etc. Ça, c'est Mitterrand. Alors, ceux qui vont regimber, Issa Abré, on va le dégager. Moussa Traoré, on va le dégager au Mali. Abdallah, il sera assassiné au Comores. Ceux qui ont essayé de faire la guerre. Donc, une année plus tard, Paul Biya vient en France. Il sort d'un déjeuner bien arrosé, sur les perrons de l'Élysée, on lui tend le micro. Monsieur le Président, quel est l'état de l'avancée des travaux démocratiques au Cameroun, parce que tout le monde appelle aux villes conférence nationale et tout. Et Biya dit, je suis le meilleur élève de François Mitterrand, pas de la France. Alors, qu'est-ce qu'il sous-entend? Il veut dire, je suis celui qui applique le mieux les préceptes de la conférence de la Bonne. Voilà. Donc, mais les gens ont sorti ça de leur contexte. Je ne suis pas un ami de Biya, mais bon, si vous faites de l'histoire et que vous êtes un passeur de relais, il faut veiller à dire les choses dans leur exactitude pour ne pas embrouiller les jeunes. Et ensuite, vous dites, il y a une excellente question de Giovanni à laquelle je vais répondre, et puis vous me dites et des USA. Ce n'est pas la même chose. La France et les États-Unis n'ont pas les mêmes intérêts. Lorsque il y a les indépendances, on va dire des colonisations, les États-Unis sont occupés ailleurs. Ils sont dans une confrontation avec le bloc de l'Est. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller faire des choses en Afrique, en dehors d'aller prendre l'uranium au Congo. C'est avec cet uranium qu'on va faire les essais chez Nagasaki, et machin. Donc, ils confient à la France, parce que quand on dit l'Occident, les États-Unis n'introduisent pas la France ou l'Europe dans ça. Quand on parle du monde occidental, nous autres tiers-mondistes, on pense que la France est un Occident. Non, les États-Unis, dans leur tête, dans leur classification, si vous lisez tous les manuels de relations internationales ou de géopolitique, les États-Unis, dans leur classification, ne mettent pas la France dans ce qu'ils appellent le bloc occidental. Pour eux, la France, la Grande-Bretagne, tous les pays européens sont des vassaux. Les États-Unis entrent en guerre tardivement. Mais quand ils entrent en guerre, ce n'est pas pour venir sauver les Français. Ils viennent parce que ils veulent occuper des positions. C'est le Japon qui va les obliger à entrer en guerre. Lorsque les Japonais vont tuer 1 millier de marins américains, alors que le Japon est allié à l'Allemagne. Donc l'Allemagne va entrer relativement tard en guerre, mais pour préserver ses intérêts. Donc mon ami qui disait tout à l'heure que la France et les États-Unis, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc quand il y a la guerre froide, d'abord les États-Unis ne voulaient pas que la France s'asseye autour de la table de ce qu'on appelle les membres permanents du Conseil de sécurité. C'est Churchill qui va faire le forcing, puisque la France a perdu la guerre. Alors, les 5 membres, ce sont les gagnants de la guerre. Donc les États-Unis vont confier à la France, vont sous-traiter à la France le rôle du gendarme dans l'Afrique. Vous faites des choses pour eux. La France se prévaut des pays africains qui votent massivement en sa faveur. Mais ça va se gâter lorsque le mur va tomber, lorsque le communisme va s'effondrer en 91 et lorsque en 92, Clinton devient président. Il dit, nous aussi on veut ça parce que vous ne nous servez plus à rien. Donc ils n'ont pas les mêmes intérêts. Alors, cette histoire de communauté internationale n'existe pas. Le Venezuela n'était pas un État souverain, n'était pas le droit de choisir ses partenaires économiques comme un peuple russe, puis qui était incertain en Europe par la marine américaine.
question intéressante d'Odette. Alors, je vais vous dire, les Américains veulent être les seuls maîtres du monde. Mais ils sentent au point à l'horizon la menace chinoise. Si vous demandez à un écolier, il va vous dire la Chine est la deuxième puissance économique. Mais si vous regardez les faits, la Chine est en passe de devenir la première puissance économique. Les États-Unis détiennent entre 75 et 80% des créances chinoises. Les Chinois sont dans tout. Donc, pendant très longtemps, je m'adresse à mon ami Odette qui est là, bonne année en passant, les États-Unis considèrent les pays d'Amérique latine comme leur arrière-cour, comme leur précaré. Ce que les Douala appellent Bikundu ou Mwala. C'est-à-dire ils ont la ville de Douala et ils ont des plantations en Konsamba, etc. Donc pour les États-Unis, tout leur arrière-cour, c'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Personne ne vient chasser là-bas, c'est leur chasse gardée. Il y a eu des précédents. En 90, je crois, janvier, George Bush père va au Panama, on arrête le président du pays, le général Noriega, sur une dispute sur le canal de Panama. Mais l'accusation de vendeur de drogue venait déjà à l'époque. En 73, si mes souvenirs sont exacts, les Chiliens ont élu un président démocratiquement, Salvador Allende. Mais il avait le péché originel. Il était soupçonné de sympathie communiste. On va l'assassiner ou il va se suicider en son palais et les Américains vont mettre le général, comment on l'appelait, Pinochet. Lumumba paye le même prix. Lumumba a rencontré les dirigeants américains, il est même allé aux États-Unis étant déjà Premier ministre. Et lui aussi, il est soupçonné de sympathie communiste. On va prendre son homme de main qui était Mobutu et on va le livrer à son pied ennemi qui est Moïse Tshombe. C'est pour ça que hier, vous avez vu les Algériens, ils ont une histoire particulière avec Lumumba. Parce que quand on a livré Tshombe, Lumumba à Tshombe, on l'a assassiné de façon odieuse, mais il était le premier ministre du Katanga et du Congo à un moment, je crois en 67, son avion en train de survoler l'Algérie, on a fait atterrir de force. Il est mort en détention en Algérie. Donc pour les Algériens, c'est très particulier. Quand ils ont vu ce jeune homme qui symbolisait Lumumba, ils l'ont pris, etc. Donc c'est de l'histoire ancienne. Donc quand vous parlez des droits de l'homme avec les Américains, eux ne connaissent pas ça. Il faut rappelez-vous des conditions dans lesquelles les États-Unis ont vu le jour. D'abord avec 13 États à la Convention à Philadelphie, nous sommes en 1777. Ils ont gagné la guerre d'indépendance contre les Britanniques. Ils ont massacré des Indiens ensuite. Donc, leur rapport, quand vous dites aux Américains les droits de l'homme, ça veut dire que le droit des Américains à la suprématie. Donc, quand vous discutez avec un Américain, quand il vous dit les droits de l'homme, ça veut dire que la vocation naturelle des États-Unis a la prééminence. Donc, ils ne se font pas. Je vous ai parlé du droit. Je vous ai dit que les institutions que nous avons, en ce moment, ont vu le jour dans la foulée de l'émergence des États-Unis comme tenant d'une nouvelle ordre mondiale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'avant, ce n'était pas eux. Ensuite, on a créé les Nations Unies en 1946. Mais avant les Nations Unies, on avait la Société des Nations, the League of Nations en anglais, mais à laquelle ne faisaient pas partie les États-Unis. Ils ont saboté ce truc, alors que cette organisation a vu le jour à la faveur d'une réunion, un sommet organisé par eux. Steve Douglas, mais faites-le aussi, rappelez, je ne suis pas seul dans le combat, camarade, vous le faites aussi. Alors rappelez aux gens. Donc, oui, God Grace, que je salue d'ailleurs, notre combattante. La communauté internationale, c'est comme quand vous voulez noyer votre chien. Vous l'accusez de rage.
Donc la communauté internationale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. D'abord, il n'y a pas de communauté internationale. Vous avez des intérêts. Moi, je suis au Royaume-Uni. En l'instant où je vous parle. Mais le Premier ministre britannique n'est pas condamné. Parce qu'il va se faire taper sur les doigts, les bouts du doigt. Parce que Donald Trump, il évolue comme un bébé qui a 15 ans. Un enfant qui a 15 ans ou 10 ans. Oh, c'est ma gomme. Toi, tu m'as pris mon truc. La voiture de mon père est plus belle que la tienne. Notre maison est plus grande que la vôtre. C'est comme ça que lui a raison. Lorsqu'il a fait... oui, tu as raison. Mais De Gaulle disait, ce machin, c'est un paravent. C'est un truc qui est là pour donner bonne conscience. Mais quand ça ne les arrange pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Donc, nous, on doit réfléchir. Au lieu de faire des slogans panafricains, ça ne veut rien dire du tout ça. Donnez-vous les moyens de vous défendre. C'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas avec les slogans. Ils viennent chez vous, ils entrent dans la chambre de votre président, ils le prennent et ils partent avec. Vous n'allez rien dire. Les autres le font de façon un peu subtile. Mais c'est la même chose. C'est le droit le plus fort. Je salue le frère Régis Le Camer. Bonne année. Là, en ce moment, qu'est-ce que nous faisons? Et les gens là nous endorment. Nous sommes en train de nous taper dessus. Oh, lui, il est bamiliqué. Lui, c'est un bêtis. Lui, c'est un boulou. Mais on n'a pas le temps pour ça, les gars. On n'a pas le temps. Comportons-nous. Je vais ranger chez mes amis TikTok. Oh. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Mais si vous vous tapez dessus, vous prenez du retard. Vous avez vu les chamailleries aux États-Unis que lui, il est texan, lui, il est new-yorkais, il est de Washington. Ils n'ont pas le temps pour ça. Vous êtes une nation, vous prenez les meilleurs d'entre vous et chacun a la place qui est la sienne. Trump, lui, fait comme un gamin. Le Premier ministre ici, et lorsque Trump était Premier ministre, il était président une première fois, le Premier ministre en Grande-Bretagne, c'était Theresa May, la Première ministre. Donc, on lui a fait une visite d'État. Vous savez, dans les relations internationales, vous avez des visites qui sont classifiées. Vous avez les visites de travail, vous avez des visites privées, vous avez les visites d'État. Alors, une visite d'État, c'est le top du top. Avec les honneurs, si vous avez une visite d'État au Royaume-Uni, vous allez rencontrer le chef de l'État, parce que ici, on a le roi, le monarque. C'est lui qui est le chef de l'État. Il règne, mais il ne gouverne pas. En français simple, il inaugure les chrysanthèmes. La réalité du pouvoir exécutif est entre les mains du Premier ministre, qui est une émanation des urnes. Mais le roi, c'est le protocole, etc. Donc, on a invité Trump. Il a perdu l'élection. Normalement, un pays ne peut pas vous adresser 2 invitations de visite d'État. Mais comme il a commencé à broder sur les tarifs et à menacer tout le monde, il ne s'entend pas avec le maire de la ville de Londres, Sidi Khan. C'est un musulman, il est d'origine pakistanaise par ses parents, ancien ministre de Tony Blair et excellent maire de la ville de Londres. Il a dit à Donald Trump que lui n'a rien à foutre d'aller aux États-Unis. Voilà. Donc, il y avait cette susceptibilité. Donc, quand il est redevenu président, avec l'histoire des tarifs, il ne comprend pas que le maire de Londres n'a rien à voir avec le gouvernement. Donc, pour le caresser dans le sens du poil, le Premier ministre a suggéré au roi de lui envoyer une invitation. Donc, quand le Premier ministre Keir Starmer, lui, s'en va aux États-Unis, il arrive avec l'invitation personnelle du roi pour une autre visite d'État. Il prend l'enveloppe, il regarde. Hein, vous voyez ça? Obama est allé 1 fois, moi 2 fois. Vous voyez ça? C'est un gamin.
Lui, la notion qu'il a du pouvoir, c'est la transaction. C'est un ancien agent immobilier, homme d'affaires, qui a souvent fait faillite, mais lui, il raisonne sur la transaction. Pour que je te donne ça, il faut que tu me donnes ça, et que ça se sache. Il a invité les leaders congolais et rwandais à la Maison Blanche, mais ce qui l'intéresse, ce n'est vraiment pas la paix. C'est dit, voilà, ce pays est riche, bon, on va prendre, this is wonderful, good job, good deal. Voilà. Il n'a pas le sens de l'État. Et quelqu'un comme ça, il faut le prendre tel qu'il est. Mais si vous n'avez pas les moyens de votre politique, comme ce qu'a fait Maduro, parce qu'ils étaient en négociation jusqu'au 23 décembre, et Maduro s'est mis à faire une danse, et quand Donald Trump a vu ça, il s'est dit, mais ce type, il se moque de moi. Il agit de façon impulsive. Il dit à tout le monde, il fait du trafic de drogue, c'est pour ça que je le fais arrêter. Maintenant, il change d'avis, il dit non, 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 le pétrole, il ne peut pas avoir beaucoup de pétrole comme ça et puis il ne nous donne rien. Nous, on en a besoin. On en a besoin. Et la personne qui est là-bas, s'il n'obéit pas, il va voir. Comme au quartier. Et là, il veut prendre le Groenland, qui est une île appartenant au Danemark, sous souveraineté danoise. Mais lui, il dit, nous, on a besoin de ça. Voilà. Moi, je vais aller dans le magasin de quelqu'un et je vais prendre un costume pour lequel je n'ai pas payé. Je dis non, moi, j'en ai besoin. Voilà. Donc, vous allez souffrir que je vous soulage d'un costume ou d'une paire de chaussures parce que moi, j'en ai besoin. Donc, préparez-vous à vous séparer de ça. Donc, les Européens ont paniqué. Parce que sous Biden, ils ont fait une connerie. Ceux qui me suivent, il y a 2-3 ans, j'avais fait des dirages dessus. Je n'approuve pas le fait qu'on envahisse le pays de quelqu'un, comme ça s'est fait en Ukraine, mais dans le même temps, avant qu'on y arrive, les Européens ont été maladroits. Parce que Poutine ne va jamais accepter qu'un pays sous son nez fasse partie de l'OTAN, alors que lui n'en fait pas. Parce que historiquement, ce sont des pays liés. Ils ont une histoire à peu près commune. Donc c'était une connerie de commencer ces genres de négociations avec l'Ukraine. C'est une provocation inutile. Mais une fois que c'est arrivé, j'ai dit, mais le fait que les Européens comptent sur les Américains, c'est une naïveté. Mais quand on voit pourtant à la tête de ces États des gens de qualité, comment est-ce que vous pensez que les États-Unis, qui sont à des milliers de kilomètres de l'Europe, eux, ils n'ont rien à foutre. Vous mettez un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Mais les Russes le revendent aux Chinois qui le vous revendent 40% plus cher. Quelqu'un qui a du pétrole, il n'a pas de problème de clients. C'est même le trop-plein. Parce que sans énergie, vous ne faites rien. Les Camerounais qui m'écoutent savent de quoi je parle. Parce qu'au Cameroun, vous ne pouvez rien faire sans électricité. Vous commencez à regarder un match ou un film et vous êtes dans le noir. Si vous avez une boulangerie, si vous avez une clinique, tous ces genres de choses, vous ne pouvez rien faire sans énergie. Donc les Européens, au lieu de regarder leur intérêt, parce que la Russie est en partie en Europe, c'est un pays d'Asie, mais il a un pied, il a, je crois, 6 ou 7% de tout son territoire en Europe. Mais les Américains font ça. À un moment, ils ont même fait la paix avec Venezuela, au tout début de la crise, sous Biden, je pense. C'est une connerie. Obama avait prévu ce que dit Régis Le Camer. Obama avait dit aux Américains, vous allez voter pour lui, mais il va vous faire beaucoup de tort. Parce que c'est un impulsif. On a eu Hitler en Allemagne en 1933. Il est arrivé de façon démocratique. Mais après, il a emballé les gens. Alors, c'est Boris qui me demande si je ne suis pas en ligne. Mais je suis sur YouTube, il y a des gens qui me regardent. Il y a Jim Nap qui me regarde là. Il y a Amandos qui me regarde sur YouTube. Il y a God Grace, la combattante. Je m'adresse à Boris. Vous allez sur YouTube, vous allez me trouver. Tapez Jean-Pierre Dupont simplement. Donc je suis là-bas aussi, simultanément, et même sur TikTok. Salut mes amis sur TikTok. Bon, ils font des choses
qui les rattrape. Vous commencez par exemple la France en 1933. Si la France n'avait pas conjointement avec la Grande-Bretagne donné l'ultimatum à l'Allemagne par rapport à la Tchécoslovaquie, pardon, maintenant c'est devenu 2 pays, la Tchéquie et la Slovaquie, et puis la Pologne. S'il n'y avait pas eu cette déclaration de guerre, cet ultimatum, la France n'aurait pas été envahie. Parce que quand vous voulez vous mêler des problèmes de quelqu'un, il faut ménager vos arrières. Maintenant, on apprend que le Danemark réclame les millions qu'ils avaient donnés à l'Ukraine pour les aider. Parce qu'eux sont menacés d'invasion par Donald Trump. Parce que Trump a dit que lui, il a besoin de ça. Voilà, mon frère Omar aussi dit qu'il lui aussi il est sur YouTube. Oben Eno Emmanuel is asking me, the gentleman you are mentioning, I'm not a spokesperson. I live in London, UK, and he lives in the United States, and I don't have any dealing with him. So I don't think you are asking the right guy. I don't know him. Well, I know him. He's a fellow Cameroonian, but I do not have any dealing with him. So try and find out from somewhere else. Oben Eno, welcome by the way. Donc, il faut des actes qui pénalisent le peuple. Ensuite, Yvan Rommel, que je salue, bonne année. C'est ce qui se passe, ce qui nous intéresse. Parce que vous voyez, les gens, ils s'embarquent dans les histoires de panafricanisme, ça c'est leur droit le plus absolu. Mais vous n'allez pas remplacer un colon par un autre colon. Mais chacun a ses choix dans la vie. Donc je suis très mal placé pour blâmer ou distribuer les points, mais essentiellement pour dire que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un pour vous libérer. Et ce que je dis est valable pour notre combat. Il faut se libérer soi-même. Vous pouvez faire des accords avec des gens, ce que j'appelle le gagnant-gagnant, mais quand vous êtes le pot de terre, vous ne vous battez pas contre le pot de fer. Si vous voulez le faire, il faut attendre le moment opportun. Quelqu'un d'entre vous me demandait si les Français vont faire. Les Français peuvent rien faire parce que les choses ont évolué. La France d'avant n'allait pas se laisser chasser du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Mais les choses ont changé. La France n'a plus ses moyens. Elle ne peut pas entrer en conflit avec un de ces États pour une semaine. Elle ne peut pas. D'abord, il y a des problèmes de munitions, il y a des problèmes de logistique d'hommes, et puis le contexte international a changé. Donc, c'est plus la même chose. C'est pas le même. Et puis, les Africains, les jeunes Africains, vous qui m'écoutez, vous êtes nombreux, vous connaissez vos droits, etc. Ce n'est pas l'Afrique de papa de 1940. Et M. Biya vit dans ce monde-là. C'est-à-dire que lui, il vit dans une Afrique, parce que c'est un gouverneur français. Et quand je le dis, je ne le dis pas avec une intention de malice, ou alors pour être inutilement, on va dire quoi, discourtois. C'est une analyse brute, froide. Mais M. Biya, il revient de France en 1962. Moi-même qui vous parle, je n'étais pas né. Et voilà. Mais lui fonctionne avec le même logiciel. Si vous regardez les lois au Cameroun, les lois répressives, nous les devons à René Journiac qui est venu trouver l'amour au Cameroun. Voilà. Mais le temps a passé. Les jeunes n'acceptent pas ça. Les gens manifestent, vous les amenez dans des salles de torture. Même en Côte d'Ivoire, on ne tape plus les gens sur la plante des pieds avec les machettes. Ça, c'est les trucs que les colons infligeaient. Mais Biya, lui, il inflige ça au Camerounais. Regardez le discours qu'il fait. Un truc d'auto-satisfaitie, un discours hors sol. Il parle, il vit dans un autre monde. Il dit que les élections, c'est la preuve, comment il appelait ça, l'avancée démocratique au Cameroun. Mais c'est une blague. Ou alors il vit dans une autre planète. On a tiré sur les gens à bout portant.
il y a un candidat qui a remporté l'élection. On a placé comment on va dire ça, des tireurs d'élite au-dessus de la maison de son voisin, le traître de Yeri Madewa, caché à Yaoundé. On a commencé à tirer. Et il y a des gens qui sont morts. Et lui, il pense d'avancer, il parle d'avancée démocratique. Mais il est détaché du monde. Il ne vit pas dans le même pays que nous, que les Camerounais. Le type qui a gagné l'élection est obligé d'aller en exil pour échapper à l'assassinat. Sur ordre de Chantal Biya. N'ayant pas traversé la classe des 4e, son rapport à la politique, c'est le massacre. Quand quelqu'un ne lui plaît pas, soit on le met en prison, soit on l'élimine. Voilà le rapport qu'elle a de la politique. La camarade, la combattante Gold Grace dit que Biya c'est le colon noir. Mais vous lancez ça sous forme de boutade, mais vous ne savez pas à quel point ce que vous dites est pertinent. Parce que si vous prenez Lupo Odula, le blanc, le colon le plus nuisible du Cameroun, l'homme qui a institutionnalisé la pratique de l'homosexualité comme le droit de cuissage ou de préemption. C'est lui qui donne à Paul Biya la lettre de recommandation à destination d'Aïdjo. Et qu'est-ce qu'il dit au moment de donner les indépendances? Parce que dans un premier temps, De Gaulle veut donner des indépendances de façon unilatérale. Parce que les Américains qui ont aidé la France, souvenez-vous, le plan Marshall, mais les machines avaient des gens comme Jean Monnet, l'homme que les Américains avaient infiltré pour fragiliser l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est une idée des États-Unis. Beaucoup de gens l'ignorent. Donc, lui, Paul Odula, dit, il y avait une, c'est De Gaulle qui dit, De Gaulle dit, il y avait une ancienne légalité internationale qui consistait à conserver des colonies. Il y a une nouvelle légalité internationale qui consiste à ne plus en avoir. Lui, Paul Odula lui dit non, on va faire semblant. On va juste remplacer les colons à la peau blanche par des colons à la peau noire. Lisez Masque blanc, peau noire, Masque blanc de Frantz Fanon. Donc, quel est le critère de sélection? On va prendre, non, c'est pas Schuman, c'est Jean Monnet. Schuman, Robert Schuman, il a joué beaucoup de rôles. Lui, il avait 3 nationalités. Il était alsacien, il était luxembourgeois, etc. Robert Schuman, excellent ministre des Affaires étrangères, je pense. Non, je parle de Jean Monnet. Jean Monnet, faites des recherches dessus, vous verrez. Mais Schuman aussi a joué un rôle. Mais celui qu'on a infiltré, qui était à la manœuvre, avec les Américains, c'est Jean Monnet, et c'est un autre aussi qui s'occupait des finances. Son nom va me venir, il a été ministre des Finances sous De Gaulle. Je pense qu'il a dû remplacer jusqu'à la remplacer. Voilà. Mais il y avait Jean Monnet. Voilà. L'autre va me venir, emblématique ministre des Finances aussi. Voilà les gens que les Américains avaient noyautés. Donc on dit, mais on va les sélectionner sur quels critères? Il faut essentiellement qu'ils aient fait des études en France. Il faut qu'ils aient été biberonnés dès le berceau à l'amour de la France. Il ne faudrait pas qu'ils aient participé à des manifestations hostiles aux intérêts français, etc. etc. Si vous lisez Mongo Betty, il en parle à profusion, même pas sur le Cameroun. Ou alors la France contre le Cameroun. Il a un autre livre qu'il a écrit dessus. Vous avez des preuves de ce que je vous dis là. Donc Biya, lui, il est de cette école. Je vous ai montré la fois dernière la vidéo à l'époque, quand Sarkozy était président, après son discours stupide de Dakar, où il disait que l'homme noir n'était pas entré dans l'histoire. Tout le monde s'en était offusqué, y compris Bongo, Abdoulaye Wade. Mais Biya dit sur France 24, non, c'est un discours pour adultes, etc. Il trouve des parades. Il a été formaté comme ça. Vous voyez cette famille française qu'on prend en otage dans le nord du Cameroun.
on réclame une rançon de 6 millions d'euros. Biya paye ça de sa poche, il dit de sa cassette personnelle. Combien d'argent il touche? Ça nous ramène à Maduro. Son salaire officiel de président de Venezuela est de 3 500 $. Mais les Suisses disent avoir 4 milliards de dollars de lui et que cet argent ne quittera pas le pays helvétique, le pays des Helvètes. Le salaire de Paul Biya, vous le savez, moi je le connais. Le salaire officiel de Paul Biya, c'est 200 €. Il est payé 200 € par mois. Mais il peut, de sa poche, payer 6 millions d'euros de rançon pour qu'on libère une famille française. On accueille la combattante Manon Crypto. Donc c'est le même cinéma. Comment quelqu'un qui gagne officiellement 200 € se retrouve à payer des rançons de 6 millions d'euros pour une famille de Français capturés au nord Cameroun? Mais vous avez un déraillement dans la ville des Eka, distante de 71 km de Yaoundé. Il n'y met pas de pierre. Ça n'intéresse pas les Camerounais. Vous avez vu l'insulte qu'il vous a faite le 31 décembre? Il traite le gagnant, le vainqueur de l'élection, de politicien irresponsable. Mais c'est toi qui as perdu les élections et tu les as trichées, tu t'es maintiens au moins de la force. Et tu sors des incongruités qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc, le combat que vous avez tous engagé, il va aller jusqu'au bout. Il s'arrêtera quand on va chasser ces gens. Et les Camerounais vont reconstruire le pays au moyen du dialogue, au moyen de la bienveillance et au moyen de la concertation. Plus jamais on va laisser notre pays entre les mains d'un seul individu, ayant le droit, exerçant le droit de mort ou de vie sur ses compatriotes. Ahidjo s'était trompé en voulant jouer au génie politique parce qu'il pensait qu'avec Biya, il allait continuer à tirer les ficelles dans l'ombre. Parce que la rationalité, si pour peu qu'on puisse en parler en politique, aurait voulu qu'il laisse le pouvoir soit à Bouba Bello, j'ai dit Bouba Bello, vous voyez le lapsus, surtout pas lui, à Samuel Ebois ou à Issy Victor. Mais il a fait le choix qu'il a fait. Il en a pâti parce que l'autre a fait preuve d'ingratitude à son endroit, mais nous, les Camerounais, on a payé le prix lourd. Nous, vos aînés, la génération au-dessus de la vôtre, nous sommes la génération sacrifiée. Voilà. La plupart de nous, on a passé plus de la moitié de nos existences en exil. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Alors l'autre me demande, que pensez-vous de la non-restriction du Cameroun pour le visa américain jusqu'à date? Ben, qu'est-ce que je pense? Ce que je pense, c'est que le Cameroun, au total, est un pays fréquentable. Je parle de ses populations. Et puis, on regarde le comportement des citoyens camerounais. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Quand vous dites la non-restriction pour le visa américain, est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas restreint les Camerounais ou alors vous voulez me dire que les Camerounais n'ont pas appliqué la réciprocité? Mais si ce que je pense, c'est que les Camerounais sont partout dynamiques où ils sont. Je ne sais pas si vous vivez au Cameroun ou à l'étranger, mais partout où vous allez, les Camerounais, chacun dans son domaine, sont exemplaires. On ne les connaît pas comme des grands criminels. Il y a quelques, on va dire quoi, quelques pomperies, mais dans l'ensemble, les Camerounais sont des gens dynamiques. Vous allez en France, ils ont des restaurants, en Belgique, aux États-Unis, certains ont des cliniques, etc. Hautement qualifiés. Voilà. Donc peut-être c'est cela, si j'ai bien compris votre question. Voilà. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Oui, Mano Crypto, excellent. Oui, nous avons tout ça, Colbat et tout. Vous allez nous faire la restriction. Mais si nous changeons de partenaire, et puis aller aux États-Unis, c'est pas aller au paradis, entre nous. Vous avez vu, il y a des Camerounais qui vont étudier en Turquie. Hein. Ils vont étudier
en Chine, en Corée du Sud, etc. Et la dernière fois, je parlais avec l'ancien ministre des Affaires des étrangers, l'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui regrettait la politique de restriction de visas, ou le durcissement de la délivrance des visas pour la France. Parce qu'il dit, quand un Africain vient étudier en France, il étudie en français, bien sûr, encore que la plupart du temps, ils ont le français pour langue maternelle. Et quand ils repartent chez eux, ils deviennent de facto les ambassadeurs de France. Mais quand vous leur refusez le visa, vous n'allez pas atterrir à Paris et puis on vous donne $1 million à l'aéroport avec une montre en or. Pas du tout. Mais quand vous le faites, les gars vont ailleurs. Ici, au Royaume-Uni, on donne de plus en plus de visas d'étudiants. Les gars, ils étudient en anglais. Quand ils repartent, ils sont vos ambassadeurs. Voilà. Mais cette politique raciste que les gens mettent en place, ça va leur porter préjudice. Vous allez en Allemagne, 10 Camerounais qui vivent en Allemagne, 9 Camerounais sur 10 qui vivent en Allemagne ont la nationalité allemande. C'était la politique d'Angela Merkel, parce qu'elle s'est aperçue d'une chose. La population est vieillissante, y compris en Allemagne et en France. Vous avez par exemple un type qui travaille pour payer la pension de 10 personnes. Alors, si vous voulez être puissant, et ça c'est ce que Monseigneur Dormeau avait vu avant tout le monde, si vous voulez être puissant, il faut compter sur le facteur démographique. Sinon, vous allez être remplacé. Et c'est ça que moi j'ai dit aux Camerounais, faites des enfants autant que vous pouvez, parce qu'on ne pourra pas avoir un Cameroun sans les Camerounais. Le Cameroun existe parce qu'il y a des Camerounais qui habitent à l'intérieur. Et si vous voulez faire le développement, lorsque le Cameroun sera redevenu un pays normal, et que, parce que nous avons vocation aussi à développer une industrie militaire, nous avons des têtes pour cela. Donc, mais on aura besoin de la démographie, on aura besoin ce que les Anglais appellent manpower. Voilà, des humains. Et voilà, mais voilà pourquoi je parle souvent de la politique volontariste vis-à-vis de l'enfance. Parce que ça nous fait mal au cœur d'apprendre qu'une femme qui accouche et qui ne peut pas s'acquitter de ses frais de maternité, on la prend en otage. L'État devait encourager. L'État devait mettre en place une politique volontariste pour dire, voilà, un enfant qui naît, voilà, madame, vous avez tel prime, l'enfant est pris en charge, etc. Parce que c'est le Cameroun de demain. Là, vous avez des vieillards. Vous avez quelqu'un au pouvoir qui aura 100 ans bientôt. Vous avez un autre à l'Assemblée nationale. Il y en a un au Sénat. Celui-là, on ne le voit même plus. Et puis, vous avez des jeunes. Vous avez vu l'équipe de football du Cameroun? Les Lions Indomptables, là, ils sont jeunes. Et si vous fouillez bien, il y a encore plus jeunes que ça. Donc, il faut une politique volontariste, pour encadrer la jeunesse, à tous les niveaux. Ça fait mal au cœur d'apprendre qu'on a des enfants qui vont mourir au désert libyen. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. C'est un déchirement. Vous quittez votre terre, les vôtres, vos amis, votre famille, et vous allez dans un autre pays que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas où vous allez. Donc, ces enfants sont poussés à bout. Ils sont poussés au désespoir. Et comme ils refusent la fatalité, ils partent. Mais nous, on va corriger ça. On va corriger ça. On va faire de telle sorte que notre pays, pour qu'un Camerounais quitte son pays, il faudrait vraiment que peut-être il va aller en vacances, il a une bourse, etc. Mais plus jamais comme ça. Et c'est ce que nous pensons. Mais pour dégager les gens, les dictateurs qui sont au pouvoir, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'après-Biya. Vous avez vu Maduro en 2 jours, on l'a enlevé. Je ne dis pas que les États-Unis vont venir le faire. Nous, on va le faire nous-mêmes. Les Camerounais vont le faire parce que je connais votre détermination. Cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres fois. Mais ces gens sont chassables. Mais quand on aura fait cela, qu'est-ce que nous mettons en place? Parce que moi, ma doctrine, c'est comme dans le marketing. C'est l'immédiateté. Tout de suite, les Camerounais ont quoi? Que les Camerounais, par eux-mêmes, constatent un changement.
Mais quand je dis changement, changement radical. Tout de suite de l'électricité pour tout le monde. Et c'est gratuit. De l'eau. C'est gratuit. Parce que nous pouvons le faire. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons des ressources. Et que nous, ces gens, ces incompétents, vendent très mal le Cameroun. Vous imaginez, on fait sortir 150 tonnes d'or. On en déclare 22. Vous savez ce qu'on peut faire avec cet argent? Avec cet or, s'il est bien vendu, cet argent va où? Alors qu'il y a des Camerounais qui gagnent à peine 40 000 francs. 40 000 francs. Vous imaginez? Ces salopards, ils vont dans les boîtes de nuit où la bouteille de champagne coûte 100 000 et poussières. Je vois les sardinats qui viennent dans mes directs me dire que je rêve. Mais non. Nous, on a fait ça pour d'autres pays. On peut le faire pour le Cameroun. Ce que nous avons fait pour d'autres pays, on peut le faire pour le Cameroun. On a fait pour des pays pauvres par rapport au Cameroun. On a fait des consultations pour des pays comme le Sri Lanka, qui n'ont que du riz. Donc, nous connaissons les ressources de notre pays. Nous connaissons le dynamisme de notre peuple. Le Cameroun libéré. Pourquoi est-ce qu'au Qatar, l'électricité est gratuite et qu'au Cameroun, il faut qu'on paye? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un Camerounais devait payer pour de l'eau alors que nous avons des ressources pour que chaque Camerounais puisse boire de l'eau gratuitement? Parce qu'un État sert à quoi s'il ne peut pas s'occuper de son peuple? C'est ça l'État. C'est pas de porter des gros costumes, rouler dans les voitures, faire des choses. La police, il faut repartir dans les fondamentaux de la politique. C'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre, et notamment les plus vulnérables. Parce que si vous arrivez aux affaires et que vous ne pouvez pas changer le sort du peuple en bien, ben vous êtes incompétent. Videz le plancher et puis quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est à cela que sert généralement une campagne électorale. Il dit voilà, moi voilà mon programme. N'écoutez pas ce que vous dit M. Dupont. Moi, j'ai une meilleure offre. J'ai les moyens d'électrifier notre pays. Ça, nous sommes en campagne de droit. Voilà ce que je peux faire, etc. Mais si vous ne tenez pas parole, on va vous défenestrer. Parce que vous avez fait de fausses promesses. Vous avez suscité des espoirs que vous saviez ne pas pouvoir satisfaire. Donc, les Camerounais se parlent en coulisses. Les Camerounais parlent aux Camerounais. On ne va pas le dire ici. Donc, les Camerounais parlent aux Camerounais et la lumière, c'est pour bientôt. Donc, gardez espoir. Préparez-vous pour le grand soir. Laissez laisser gesticuler. Mais qui forme le gouvernement? Parce que nous avons, à travers certains canaux, nous leur avons passé le message. Si vous formez un gouvernement, à partir du moment où il est rendu public, toute personne qui figure dans ce gouvernement sera une cible légitime. Et il nous appartiendra d'apprécier ce que nous entendons par cible. Alors, parce que ce sont des imposteurs. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné l'élection. Donc, si vous faites un gouvernement, vous sortez la liste, ces gens sont des cibles légitimes. L'appréciation du moment et du moyen de les frapper nous revient. Voilà. Donc, nous sommes à l'étranger, mais sur place, nous avons des combattants. Donc, quand quelque chose est décidé ici, ça va s'appliquer là-bas. Donc, publiez juste la liste de votre soi-disant gouvernement et nous, on va en faire notre affaire.
combattants, ceux qui n'ont pas encore contribué, faites-le. Nous en avons besoin dans l'optique de ce que nous faisons. Alors, si vous allez regarder le match demain, supportez les Lions. Ne les mettez pas dans les embrouilles des disputes politiques. Ce sont des gamins, ils jouent pour notre drapeau. Voilà. Laissez-les gagner la CAN, et s'il y a des problèmes à régler, on les réglera après entre nous. Bonne année, et si les choses se passent bien, on se reparlera demain à nouveau. Merci pour votre attention et excellente soirée.